Merci beaucoup pour tous vos petits mots là que vous nous mettez dans le chat. Ça nous permet de vous identifier et de voir que vous êtes vraiment nombreux et de tout le territoire. C'est assez chouette. Et du Québec également. Un bonjour au Québec. Bon, je vous propose qu'on commence tout doucement donc ce webinaire. Premier webinaire du nouveau CL Laïus. Donc, on remercie déjà tout le bureau et tout le conseil d'administration qui est là derrière les petites mains tous ceux qui ont permis que ce webinaire ait lieu ce soir. Premier webinaire qu'on a voulu quand même sur un sujet assez fort, dont on a déjà parlé lors des dernières JF3S à Antibes et qui nous semblait aussi important de pouvoir reprendre de manière plus large pour diffuser à tous. Ce webinaire est enregistré, donc il va pouvoir aussi donner la possibilité qu'on puisse le transmettre au plus grand nombre, donc n'hésitez pas. On a vu que vous êtes un certain nombre à participer ce soir. On n'a pas pu laisser les micros ouverts, donc on va vous inviter véritablement à poser vos questions et n'hésitez pas hein, sur le chat et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure et on aura un temps de questions. On va essayer peut-être une ou deux après chaque intervention, mais pour éviter que ça prenne trop longtemps, on se centrera à la fin plus particulièrement avec un temps d'échange si vous tenez le coup malgré la chaleur jusqu'à la fin de webinaire. Donc ce webinaire important sur la reconnaissance du titre de sexologue, où en sommes-nous? C'est effectivement un sujet très important pour notre profession. Ça fait très longtemps hein, que les différents sexologues, les différentes associations, l'AIUS, l'ancien CCPU, comme on l'appelait, mais le collège universitaire de santé sexuelle et de sexologie, pensent à cette question de la reconnaissance du titre. Et puis, on voit ces dernières années des choses qui se mettent en place. Et ça nous semblait important de vous tenir au courant et aussi de vous faire part de la mobilisation et des différentes structures et également de l'AIUS dans la construction de ces différentes étapes qu'on va vous présenter. Donc, on est trois ce soir à animer ce webinaire avec trois temps de prise de parole. Donc, Aurélie Bourmeau, coprésidente de l'AIUS, qui va nous parler de là où on en est un petit peu de la stratégie nationale de santé sexuelle et de sa place possible, on l'espère, dans l'encadrement, dans le cadre réglementaire de la profession. Une deuxième intervention qui nous parlera des travaux en cours menés par le Collège des enseignants de sexologie, donc autour de la certification de la formation universitaire pardon, en sexologie qui sera présentée par Axel. Et je terminerai ce webinaire avec des questions sur les enjeux déontologiques de notre profession et avec les projets en cours par l'AIUS. Donc, bonjour et bienvenue à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je vais laisser la parole à Aurélie pour lancer ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires tout au long de nos présentations dans le chat et on prendra un moment pour y répondre le mieux possible. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et à tout de suite. Bonsoir à tous. Effectivement, moi, je vais vous parler dans un premier temps de la stratégie nationale de santé sexuelle, comme vous le savez, on est au niveau de la troisième feuille de route de cette stratégie. Quels sont les grands changements qui sont en cours au niveau de la stratégie et comment est-ce que l'AIUS intervient et s'implique dans cette stratégie nationale? Donc, vous le savez, hein, l'ensemble des politiques de santé sont gérées depuis 2016 par la stratégie nationale de santé. C'est elle qui donne le fil directeur des politiques de santé. Donc, avec plein de plans, que ce soit le plan santé mentale, le plan cancer, nutrition santé, mais bien sûr aussi la stratégie nationale de santé sexuelle qui a donné en 2017 les grandes lignes directrices des priorisations et des éléments de développement en matière de politique publique à réaliser en matière de santé sexuelle auprès de l'ensemble de la population française. Chaque stratégie, chaque plan doit être évalué à la fin de son mandat. C'est écrit ainsi dans les textes de loi.
Donc spécifiquement, la stratégie nationale de santé sexuelle, comme on l'a vu, elle a été rédigée en 2017, donc elle court toujours normalement jusqu'en 2030. Elle a été pensée avec 6 axes prioritaires de grandes actions qui doivent être développées entre 2017 et 2030. L'axe 1, je vous le rappelle rapidement parce que je pense que vous êtes tous au courant, c'est d'investir dans la promotion et l'éducation à la santé sexuelle chez les jeunes avec une approche globale et positive. L'axe 2, c'était d'améliorer la prise en charge. Donc c'est vraiment l'amélioration de la prise en soin en matière de santé sexuelle. Donc ça va de la réduction des risques, des IST, à la prise en soin des dysfonctions et l'accompagnement tout au cours des parcours de soins. L'axe 3, son objectif, c'était d'améliorer la santé reproductive, donc un axe vraiment à part. L'axe 4, c'était d'appliquer un focus spécifique aux populations les plus vulnérables dans un objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Ça, c'est très important dans les politiques de santé depuis 2016. L'acte 5, qui était de promouvoir la recherche, les connaissances et l'innovation en matière de santé sexuelle. Et l'axe 6, qui était là encore, d'avoir un focus sur les territoires d'outre-mer, de leur spécificité, de leur contexte, encore une fois dans un objectif de réduire les inégalités sociales de santé. On a déjà eu 2 feuilles de route depuis 2017 qui ont fixé des priorités et des grandes actions qui ont été menées par le gouvernement avec des financements et des focus spécifiques sur ces actions priorisées. Et donc là, actuellement, on est dans la temporalité de la feuille de route 3. Cette feuille de route 3, elle devait sortir en décembre 2025. Bon, en décembre 2025, on nous a dit oui, non, en fait, finalement, on n'est pas aussi pressé que ça, avec les petites problématiques de gouvernement qu'on a eues. Ça doit sortir en février 2025. Bon, en février 2025, on a eu une grande réunion et je vous en parlerai, où on nous a dit non, mais ne vous en faites pas, ça va sortir en mars 2025. Et puis, comme en mars 2025, toujours rien n'arrivait, on nous a dit promis, pour la semaine, voire le mois de la santé sexuelle, vous aurez la feuille de route 3 qui fixe les priorités avec les financements qui vont avec. Et comme vous voyez, la feuille de route 3 n'est toujours pas sortie. La feuille de route 3, comment c'est organisé au niveau du ministère? C'est la Direction générale de la santé qui doit proposer aux décideurs, notamment financiers, les axes prioritaires. Pour cela, elle est aidée d'un bureau spécifique, et le bureau de la prévention en santé sexuelle. Ce bureau a constitué un groupe de pilotage d'experts en santé sexuelle qui ont proposé des fiches actions, donc des priorités. Ce bureau a collecté toutes les priorités, a déjà fait une sélection des priorités qu'il voulait proposer aux décideurs financiers. Et donc, l'AIUS est présent à l'intérieur de ce groupe de pilotage qui est mené par la Direction générale de la santé. Le groupe de pilotage a été réuni physiquement pour la dernière fois, et même de façon globale, a été réuni pour la dernière fois le 5 février 2026. Et là, la directrice générale adjointe de la DGS nous a parlé de là où on en était à l'heure actuelle, la feuille de route 3. L'idée était qu'à partir de toutes les fiches actions, ils avaient développé une vision des axes prioritaires qu'ils avaient envie de porter auprès du décideur avec la feuille de route 3. Les priorités de cette feuille de route, c'était de promouvoir une information fiable, et c'est là où on va en venir sur le sujet du webinaire ce soir, de développer la recherche et de lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc vous pouvez voir que l'AIUS déjà peut se positionner dans toutes ses actions au sein de ces 3 priorités. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la feuille de route par opposition aux 2 feuilles de route précédentes, la feuille de route 3, elle est placée sous le principe d'une approche positive et inclusive de la sexualité dans toutes ses actions transversales.
Les 5 axes prioritaires qui ont été gardés par la DGS et qui ont été remontés auprès du financeur, c'est axe 1, investir dans la promotion, on l'a dit, lutter contre la désinformation. Mais lutter contre la désinformation, ça implique de promouvoir la formation. Et c'est là où on se situe. L'axe 2, c'est de favoriser les parcours de soins et la coordination de parcours de soins qui soient fluides grâce à la naissance, vous le savez, des CORES et à la coordination des autres structures de santé sexuelle. L'axe 3 prioritaire, c'est celui de la promotion de la recherche et de l'évaluation qui était à ce jour très peu promis dans les feuilles de route précédentes. Or, on sait que le nerf de la guerre, c'est de produire des données probantes afin de proposer à nos patients les meilleurs soins avec le meilleur niveau de preuve. Les axes 4 et 5 étaient encore une fois de s'intéresser spécifiquement à des populations vulnérables, que ce soit les populations des territoires d'outre-mer ou que ce soit les populations HSH avec spécifiquement la problématique de l'usage du chemsex. Pour l'axe 1, l'AIUS a proposé une fiche action qui a été tout de suite vraiment très bien accueillie par la DGS et qui a été portée par la DGS, qui est celle de la reconnaissance du titre de sexologue. Et de cela, Axel va vous parler. Dans l'axe 2, vous en avez aussi tous entendu parler. En termes d'animation des CORES, euh, l'idée était de vraiment coordonner une activité de soins au-delà de la réduction des risques, mais vers vraiment la promotion de la santé sexuelle avec une approche positive. En ce sens, nous, à l'AIUS, on a constitué un groupe de travail où on a réuni l'ensemble des sexologues membres des CORES de France afin de pouvoir proposer et d'être proactifs dans cette animation avec une priorisation commune qui serait vraiment recueillir pour tous les sexologues de France membres des CORES leur vision en matière de santé sexuelle et de sexologie avec une approche positive pour pouvoir la porter au niveau de la coordination des CORES de France. Donc, si vous êtes sexologue, membre de CORES, et que vous n'êtes pas encore identifié auprès de l'AIUS et que vous avez envie de participer à ce groupe de travail pour porter une parole commune, surtout n'hésitez pas. Pour l'axe 3, là aussi, l'AIUS a été hyper proactive puisque on est rapporteur de ce groupe-là spécifiquement sur la promotion de la recherche et de l'évaluation et on a remonté 2 fiches actions qui sont les 2 fiches actions qui ont été gardées sur cet axe 3 qui est vraiment de prioriser le financement et la recherche en santé sexuelle, mais surtout en sexologie, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de priorisation de ce type de recherche, et d'évaluer la stratégie nationale de santé sexuelle, ce qui n'a pas été fait pour l'instant sur les 2 précédentes feuilles de route. Je vous ai mis les opportunités de la feuille de route en flouté, parce que comme vous l'avez vu, il y avait un très beau mouvement jusqu'en février, et puis depuis, nous n'avons plus de son, plus d'images, parce que ce qui a été remonté au décideur est resté dans les mains du décideur, et nous n'avons pas de nouvelles sur l'arbitrage de ce décideur. Donc les menaces, c'est qu'il n'y a toujours pas de publication de la feuille de route 3, que dans l'agenda politique, eh bien, vous le savez, les élections présidentielles arrivent à toute vitesse et qu'on sait qu'il va y avoir euh, euh, un gel de toutes les priorisations politiques très bientôt. En termes de financement, on a déjà vu qu'en 2026, on a donné plus de mission, avec cette mission d'approche positive de la santé sexuelle au CORES, mais qu'en même temps, il y a eu une baisse de 5 à 10% de ces budgets des CORES. Donc on voit que là, il y a une dissonance dans les messages du ministère. Donc voilà où nous en sommes sur la feuille de route 3. Nous avons vraiment remonté et priorisé des actions qui ont été entendues par les acteurs, on va dire, intellectuels de la DGS, mais les décideurs financiers restent complètement muets. Et donc, il est vrai que nous sommes inquiets
quant au devenir eh bien de notre accompagnement par le ministère de notre démarche vis-à-vis du métier de sexologue. Est-ce que Merci beaucoup, merci beaucoup Aurélie, hein, de cet état des lieux qui est il nous sidère tous, hein, je suppose, parce qu'effectivement, ce calendrier politique qui est entendable, mais malheureusement qui entrave aussi, hein, la prise de parole et la prise de décision, et c'est vraiment dommageable pour l'ensemble des acteurs, hein, de la santé sexuelle, dont les sexologues, mais on sent très bien que tous les acteurs sont aussi tributaires de cette troisième feuille de route. Qu'on attend avec impatience, au moins pour identifier, hein, les grandes lignes de conduite de cette stratégie nationale, même si on en voit quelque chose, tu le disais bien. Et bon, en croisant les doigts, peut-être septembre, on ne sait pas. pour l'instant, vraiment, je pense qu'on peut pas, on peut pas se projeter. On peut vraiment pas se projeter à ce jour. Je serais pas aussi optimiste, malheureusement. D'accord. Donc, en tout cas, merci de représenter la l'AIUS dans ce copil de la stratégie nationale de santé sexuelle. Et on a pu, en tout cas, suivre, hein, sur ces derniers copiles qui étaient. Donc, la l'AIUS a été représentée pendant très longtemps par Rosa Carbaleda, qu'on remercie encore de sa mobilisation. Et puis, sur ce dernier copil, tu as pris la suite. Et on a entendu, en tout cas, un vrai changement, hein, dans l'écoute Bien sûr. de ce copil par rapport à l'AIUS, par rapport aux sexologues, par rapport à vraiment cette envie, cette mobilisation autour de cette approche positive qui est un message fort. Et on voit qu'on a eu des partenaires au sein du copil qui ont vraiment soutenu ce positionnement-là. Donc voilà, croisons les doigts et encore merci de tout ce que tu viens de nous raconter parce que c'est hyper important qu'on puisse suivre au fur et à mesure des actualités. Donc probablement dès qu'on en saura quelque chose, on pourra vous en faire une lecture éclairée, on l'espère rapidement. Bon, ça tient pas à nous, mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Ok, donc je vois pas forcément de questions qui arrivent spécifiquement autour de ça, mais je crois qu'effectivement, on est tous dans l'attente et c'est bien, voilà, c'est bien dommageable. Bon. Je propose qu'on continue du coup avec la présentation du docteur Axel Boursier, donc que j'ai pas présenté aussi clairement, mais qui est donc secrétaire général, hein, de ce nouveau CA de l'AIUS et qui va nous parler donc du projet en cours de certification de la formation universitaire, parce que tu le disais aussi Aurélie, l'importance aussi, hein, de pouvoir avoir cet appui, ce cadre qui se construit là au fur et à mesure pour légitimer la parole des sexologues. Et donc, cette brique, hein, on parle souvent de brique dans ce chantier, il est hyper important. Et Axel a fait un travail énorme avec d'autres membres du collège. Et voilà, je te laisse la parole, Axel. Merci beaucoup Aurélie. Je vais m'installer avec les diapos. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ravi de pouvoir parler de ce projet de reconnaissance du titre de sexologie, mais enfin, de sexologue, mais je vais surtout essayer de faire passer certains messages qui est de la clarification. Je vais m'expliquer au fur et à mesure. J'enfonce une porte ouverte si je dis qu'il y a un enjeu de reconnaissance de la profession de sexologue en France, que ce soit pour le public, les patients, qui est des pratiques inadaptées, les institutions, il y a une absence de repères, et aussi pour les professionnels. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on voit de la population de sexologues. On est un peu en difficulté, mais il y a quand même pas mal d'informations, avec notamment les travaux d'Alain Jamy, et plus récemment, malgré une non-publication à ce jour, l'Observatoire francophone de la sexologie, qui a pu faire une photo des professionnels aujourd'hui en sexologie, du moins qui se déclarent sexologues. Et ça doit nous interpeller et nous motiver à cette reconnaissance de la profession. Alors, oui, Aurélie a parlé de briques, puisque si j'ai un message ce soir, je crois que c'est celui-ci. C'est que euh,
on va viser la reconnaissance de la profession de sexologue et vous êtes tous et toutes, a priori, motivés ce soir pour entendre parler de la reconnaissance de la profession, donc du titre de sexologue. Mais il faut garder en tête que ça, c'est un horizon et c'est notre direction. C'est comme si on construisait une maison. Bah, pour construire cette maison, il faut des briques. Et en fait, ce soir, moi, je vais surtout vous parler d'une puis deuxième brique avec Aurélie Maquignot, mais je vais surtout vous parler d'une des étapes que on va porter entre l'AIUS et le Collège des enseignants, donc le CCPU. Si je replace dans le contexte, parce que quand Aurélie Bourmeau précisait la stratégie nationale de santé sexuelle, oui, il y a aujourd'hui une menace et plutôt une douche froide qu'on prend parce qu'il n'y a pas de son, plus d'image. Mais je vais quand même rappeler que à cette période de février-mars, il y a eu un espoir. Il y a eu comme un alignement des planètes où on s'est dit, tiens, il y a à la fois la stratégie nationale de santé sexuelle qui s'intéresse à nous, les sexologues, donc à la profession de sexologue et qui veut réglementer, ou du moins qui veut accompagner la réglementation. Donc ça, c'est l'affiche action, c'est le mot-clé de la stratégie nationale, hein, c'est qu'on a déposé au sein de l'AIUS cette fiche action en vue de la reconnaissance de la profession. Et quand je dis alignement des planètes, c'est qu'il y a eu d'autres projets qui ont pu émerger et, on pourrait dire, vraiment se concrétiser. Et c'est en ça que je peux parler d'espoir. Donc, je vais ce soir rester optimiste et plutôt parler des opportunités avant des menaces. Donc, je rappelle, si notre horizon, c'est la reconnaissance du titre, eh bien, ça, c'est ce qu'on va appeler la réglementation de la profession. Une des briques, et c'est celle dont je vais vous parler surtout ce soir, c'est la certification de la formation universitaire. C'est-à-dire que quand le ministère, la DGS va nous demander va nous accompagner par rapport à la réglementation, il faut qu'on puisse montrer un dossier solide sur la formation qui est délivrée par les universités. Et ça, c'est ce qu'on appelle la certification. Puis, une autre brique, et ça, c'est un des projets que souhaite porter l'AIUS, dont parlera Aurélie Maquignot ensuite, c'est que pour être sérieux auprès des institutions, il faut qu'on puisse aussi montrer qu'on a des règles, qu'on fait les choses correctement et qu'on a rédigé et que l'on respecte un code de déontologie et d'éthique, ce qui est aujourd'hui, en l'état d'un point de vue officiel, est inexistant. Je parle de la sexologie, notamment de l'association AIUS, parce qu'il y a bien sûr d'autres choses qui existent, mais je ne rentre pas dans le détail, je laisserai Aurélie détailler. Donc, quand je disais notre horizon, c'est la maison qu'on va construire, la reconnaissance de la profession et donc la reconnaissance d'un titre. Quand on parle d'un titre professionnel, mais qu'avant, il y a des étapes. Et même si peut-être que j'assume qu'on va un peu soit refroidir ou un peu décevoir par rapport aux espoirs de se dire on en est où dans les avancées. Moi, ce que je garde en tête, et c'est ce que l'AIUS souhaite porter, c'est qu'il faut qu'on y aille par étapes et qu'on concrètement, on bâtisse notre mur. Je disais en introduction que mon objectif, c'est une clarification et notamment du vocabulaire, puisque et ça, c'est, je pense, hyper important que les uns les autres, on soit plus familiers et plus à l'aise à comment est-ce qu'on utilise les mots. Parce que pour m'intéresser au sujet depuis maintenant quelques temps, eh bien, j'entends plein de confusion entre ces différentes étapes, entre ces différentes briques. Donc, d'un côté, si je commence avec la certification, les mots qu'on peut utiliser, les vocabulaires qu'on va utiliser quand on parle d'une certification, c'est qu'on va certifier une formation et que l'on va évaluer et certifier des compétences et que ça va être dans un référentiel, donc dans un guide des compétences, un référentiel des compétences. Et ça, si on vise une certification de cette formation universitaire, donc quand je dis formation universitaire, j'entends les diplômes interuniversitaires,
les deux DIU qui sont délivrés dans les différentes facs françaises. Si on veut une certification, en quoi ça consiste? En fait, c'est un dossier qu'on dépose auprès d'une structure qui s'appelle France Compétences et qui recense les différentes formations qui existent. Et c'est une sorte de label, une sorte de reconnaissance que oui, la formation, elle existe et elle est reconnue par l'État. Par l'État, c'est-à-dire par France Compétences. Ce qui est aujourd'hui hors université, les DIU de sexologie ne sont pas reconnus par France Compétences. Donc quand je vous parle, et après je détaillerai un petit peu, mais quand je parle de certification et du projet de certification porté par le Collège des enseignants, eh bien, cela concerne le répertoire spécifique auprès de France Compétences. Autre distinction, si là, maintenant on passe à l'autre brique qui est le code de déontologie, là aussi je laisserai Aurélie le détailler comme elle le souhaite, mais que quand on parle de déontologie, on va alors s'intéresser à l'éthique, à la déontologie, à qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire, les règles de bonne pratique et donc les devoirs professionnels. Et ça, c'est ce que proposera l'AIUS avec la présentation de un projet porté par l'AIUS et dont parlera Aurélie. Et enfin, le troisième point, donc la fameuse brique qui est notre horizon et qu'on est d'accord qu'on souhaite tous qu'il y ait cette réglementation de la profession, mais là on va parler d'un titre professionnel, donc d'un titre de sexologue, on va parler du métier de sexologue, on va parler donc de la réglementation et éventuellement on peut imaginer qu'une autre étape institutionnelle serait la création d'un ordre professionnel. Mais ça, quand on parle du titre de la réglementation, ben, on est dans la loi. C'est-à-dire que c'est le législateur, c'est en publiant une loi qui reconnaît l'existence et le titre de sexologue, donc c'est dans le Code de la santé publique. Donc pour moi, c'est vraiment important quand je dis la clarification, c'est que qu'on ait bien en tête quand on parle de certification, réglementation, reconnaissance, on parle de quoi? Vous voyez, par exemple, quand on dit la reconnaissance, ça peut prêter à confusion parce que ça peut être l'un des trois. Donc il faut que nous, sexologues, on soit précis dans les mots utilisés. Juste pour préciser que si je fais le lien avec ce que disait Aurélie Bourmeau juste avant, la stratégie nationale de santé sexuelle, quand on dit que il y a eu un dépôt d'une fiche action dans le but d'être, enfin dans la stratégie nationale, eh bien on se place dans la partie droite de ce schéma, à savoir que on espère qu'il y a un accompagnement par rapport à la réglementation. Donc quand je disais qu'il y a un alignement des planètes, c'est qu'on peut espérer que d'un côté il y ait la stratégie nationale de santé sexuelle, la certification qui aboutit et aussi la rédaction d'un code de déontologie. Tout ça allant dans le sens et s'auto-alimentant. Donc, autre message, c'est que ce serait un peu simpliste de dire c'est une histoire de réglementation, de titre de sexologue et après c'est bon, on aura tout fait. Non, non. D'abord, il y a des étapes et ce sont les fameuses briques. Donc, si maintenant je dis quelques mots sur l'une de ces briques, à savoir la certification de la formation universitaire. Je vous dis tout à l'heure, c'est la structure qui s'appelle France Compétences. C'est ce qu'on appelle le répertoire spécifique. Alors ça, c'est le vocabulaire de France Compétences. C'est pas très important. Mais ce qui est peut-être important que vous ayez en tête, c'est que c'est un projet qui est piloté et copiloté par l'Université de Toulouse. Donc je précise le cadre, c'est que là on parle de la certification du DU, donc on est dans la formation universitaire, et ce projet que je vous présente est porté par le Collège des enseignants de sexologie, ce qu'on appelle anciennement le CCPIU. Dont je fais partie et je fais le porte-parole en lien avec l'AIUS. Donc il y a un groupe de travail qui s'est formé depuis maintenant plusieurs mois, on va dire, allez, on approche presque
pas l'année, mais on va dire à peu près 10 mois, où on travaille sur, et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut aboutir à cette certification? Ça veut dire qu'on doit rédiger ce qu'on appelle un référentiel de compétences. Et donc, on a convenu qu'il y avait 5 compétences. Je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le plus important, mais juste pour vous donner un peu euh, pourquoi, je disais tout à l'heure, ça peut être un peu simpliste parfois quand on dit, bon, il faudrait juste faire ceci, cela. Bah, quand on parle d'un référentiel de compétences, il ne suffit pas de envoyer un dossier et puis on pourrait même imaginer avec l'IA très rapidement et puis l'envoyer. Non, il y a toute une procédure, il y a tout un vocabulaire et toute une structure. Donc ça prend du temps. Et vous voyez que l'équipe citée précédemment, dont d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais je sais qu'elle est présente, Joël Mignot, Marie-Laure Gamet, Michel Bonal, Aude Rosier, et tout ça piloté par une responsable de formation, Delphine Caillot, eh bien, on prend le temps de détailler ces différentes compétences. Et au début, ben, on avait par exemple plein d'idées, plein de compétences, des phrases très longues. Et en fait, on se rend compte que petit à petit, on le simplifie pour rentrer dans ces cases. Vous voyez ici qu'on doit, avec ce code couleur, se représenter le professionnel qui est en action. Donc ça paraît simple, dit comme ça, mais pour ceux qui ont fait des dossiers que ce soit pour une formation, je pense aussi à Calliope, ils se rendent bien compte de la lourdeur administrative que c'est. Et donc le temps passé pour ce genre de détails qui en fait n'en sont pas. Donc il y a 5 compétences qui vont balayer l'évaluation, la prise en charge du patient, le réseau de soins, tout ça en fait qui balaye le contenu du programme, du diplôme du DU de sexologie. Alors, je le dis parce que là aussi, moi, je considère que ce webinaire, c'est important parce que vous avez, j'imagine, tous et toutes reçu soit des mails, soit vu passer des communications. Donc, c'est aussi là l'occasion, soit de clarifier, et il y a peut-être des choses d'ailleurs que je n'ai pas clarifiées et qui méritent précision. C'est le moment de clarifier parce que, bon, là, on dit qu'il y a quelque chose qui se passe en 2026, mais il y a des choses qui bougent ou des questionnaires, l'étude, bah, notamment de l'Observatoire de sexologie. Il y a eu des mails que vous avez reçus par soit les facs, soit éventuellement plus récemment avec l'AUS. Et ça peut en effet entraîner une certaine confusion. Peut-être que certains d'entre vous se disent que on est un peu perdu et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est et surtout la cohérence. Donc, je parle pour le projet de certification. Il y a eu des livrables qui sont nécessaires pour ce dossier-là et c'est là que les professionnels ont été sollicités. Donc, probablement que ça vous dit quelque chose si je vous dis une lettre de témoignage. Vous avez probablement reçu, alors si je dis pas de bêtises, via les universités ou certaines universités qui ont fait passer les messages par mail pour recueillir des lettres de témoignage des professionnels, témoignage de l'intérêt de la profession, enfin, pardon, l'intérêt de la formation parce qu'on certifie une formation. Donc les témoignages des professionnels, mais également les témoignages des institutions, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour des institutions d'avoir des sexologues formés au DIU. Et ça, je pense que, alors, je fais un auto, on va dire un mea culpa que probablement qu'il y a eu des informations qui étaient envoyées rapidement et qui peut-être nécessitaient clarification. C'est l'objectif de ce soir du webinaire. Donc, j'espère qu'à partir de ce soir, euh, si vous voyez l'aide de témoignage ou certification, ce sera plus clair. Et plus récemment également, par rapport à une communication, ça rentre également dans la certification par rapport à un questionnaire sur l'état des lieux pour les professionnels. Alors, si on parle concrètement, combien de temps ça prend de certifier la formation? Au tout début, quand la responsable du projet à Toulouse nous avait dit où ça va être très long, ça va prendre au moins 6 mois, on a tous un peu rigolé parce qu'on a dit si ça ne prend que 6 mois, le temps de dépôt puis de réponse, très franchement, vu le temps que ça fait que ce dossier est dans les tuyaux, ce serait tout à fait acceptable. Euh, Là, vous voyez
par rapport au moment où on dépose un dossier auprès de France Compétences. Donc, je rappelle, c'est un dossier de certification de la formation auprès de cette institution France Compétences. Eh bien, on peut espérer que dans les 6 à 7 mois, on ait au moins une réponse positive ou négative. Ça veut dire qu'il y a quand même un délai qui est, j'ose dire, assez rapide pour le traitement de ce genre de dossier. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois, 7 mois, c'est fini, parce qu'après, il y aurait bien sûr correction ou autre, mais c'est, on va dire, une fourchette euh, pour se représenter. Pour vous donner aussi dire où est-ce qu'on en est, au départ, on était bien parti et puis on espérait pouvoir déposer le dossier quasiment à la fin du printemps 2026. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tout de même certaines choses manquantes, des modifications. Et donc, je le redis, mais vous avez vu ces histoires de code couleur, c'est très rigide, il faut que tout soit cohérent. Donc, si on bouge un mot, ça peut avoir un impact sur d'autres livrables. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard et que ce qui serait beaucoup plus raisonnable, c'est de dire qu'il y a un dépôt du dossier en septembre 2026. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne veux pas l'oublier non plus que là, j'ai parlé de la petite équipe pour le référentiel de compétences, mais ce serait omettre d'autres personnes aussi des autres facultés qui sont membres du Collège des enseignants, certains aussi de l'AUS, et qui bossent pour d'autres livrables, je pense notamment au jury ou à d'autres documents qui sont très importants dans l'évaluation. Donc, je m'arrête là-dessus par rapport à ce que je voulais dire euh, en termes de direction et en termes de message. Et je crois que si il y a une chose, moi, que je veux faire passer, c'est, s'il vous plaît, euh, soyons vigilants à de quoi on parle, c'est quoi la direction et c'est quoi les étapes. Et donc, là, pour l'instant, la première étape dont je vous ai parlé, c'est ce projet de certification qui est une brique, à mon sens, essentielle, indispensable, quand il faudra qu'on soit sérieux auprès du niveau supérieur, à savoir le ministère ou la DGS. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter le partage. Et donc, on s'était dit que s'il y avait des questions par rapport à ces premières parties, ça peut être l'occasion ou alors Ben non, non, on il y a se... des Ah, il y a des questions. questions. Donc, je vais te les poser dans l'ordre où elles sont apparues. Alors après, il y a des gens qui posent des questions sur les cas particuliers. Je pense que c'est pas le lieu ce soir. Mais des questions plus généralistes, qui est déjà à ce jour et dans cette démarche, quelle est la différence entre le terme de sexologue et de sexothérapeute en France? Parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait Hmm, fait, mais en France. ok. Alors, je parle pour la certification, donc pour ce projet de certification. Cela concerne la formation, et on a retenu la formation de sexologie clinique. C'est-à-dire que l'intitulé de la certification, ce sera un dossier concernant une démarche en sexologie clinique. La sexothérapie, pour répondre à la question, là, n'est pas du tout le sujet de la certification. En tout cas, elle n'est pas nommée telle qu'elle parce que on considère que c'est une démarche distincte. Deuxième question, en fait, c'est à peu près toujours la même chose, hein. C'est à quel moment est-ce que euh, on pourra, bien sûr, là, on a bien compris qu'il y a ceux qui vont suivre le parcours des DU, comme tu le décris, mais il y a plusieurs personnes qui disent, bah, voilà, c'est quoi la limite entre une formation qui n'est pas un DU, mais qui peut démontrer d'une qualité de l'enseignement et une formation vite fait en 10 heures de e-learning. Est-ce qu'il va y Ouais. avoir à eux pour rattraper certains, mais pas tout le monde. Enfin voilà, c'est Mhm. Ouais. Bah, l'objectif, on va dire que
là, je parle de l'équipe et notamment des collèges, du collège des enseignants. L'idée, c'est de viser la rigueur. C'est ça, de viser des formations et une formation rigoureuse. Et que c'est sûr que là aussi, ce sera un peu rapide de dire que il n'y a que le DIU qui remplit absolument tous ces critères parce que, comme tu dis, et comme vous la question est posée, il y a d'autres formations qui sont avec un bon nombre d'heures, où il y a beaucoup de choses qui sont validées, des choses qui sont très sérieuses. Donc, dans le projet, il y a clairement une option d'une validation des acquis. C'est-à-dire que ce serait qu'il y ait ensuite une option de pouvoir, en fonction des critères, si on remplit les critères, eh bien, ça serait possible. Ça, je peux pas non plus trop comment dire, trop dire précisément parce qu'en fait, ça va faire partie aussi dans dans cette certification, tous les critères. Donc, je vais pas donner de critères, mais c'est juste pour dire que oui, ça, ce sera quelque chose qu'on souhaite prendre en compte. Du coup, je vais te poser la dernière question qui vient de tomber, qui est comment s'insère le terme de sexothérapie à l'intérieur du terme de sexologie clinique. Alors, mais je pourrais répondre plus, enfin là, c'est en dehors de ce projet de certification. Pour moi, la sexothérapie, ça va être une formation distincte, ça va être une démarche distincte, ça va être des objectifs distincts en complément de cette démarche de sexologie clinique. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, dans le diplôme interuniversitaire, on n'est pas à délivrer une formation spécifique de sexothérapie, c'est avant tout de sexologie clinique. Euh, Et en gros, si je puis me permettre, et je te laisse ouais. valider, sexothérapie, ça fait partie des outils complémentaires que vous allez utiliser dans votre pratique de sexologie clinique. Hmm. Juste pour préciser, là, je ne sais pas si la question est orientée dans ce sens-là, mais que là, si on parle de titre ou de reconnaissance et donc en amont de certification, c'est clair que là, je ne suis pas avec le terme de sexothérapie. Là, je reste dans le couloir sexologie clinique. Ça exclut pas qu'il y ait autre chose, mais en tout cas, là, on est aujourd'hui dans ce couloir de la sexologie clinique. Écoute, je pense que c'est clair puisqu'il n'y a plus de questions. Ok. Pas de nouvelles questions à part, bien sûr, des questions individuelles, mais voilà, les gens se répondent entre eux, donc ça, c'est vraiment super. Ce que je comprends, c'est que la sexologie clinique, il y en a une qui vient de tomber, et je la lis en même temps, donc. Toute consultation médicale ou d'intervention psychologique touchant la santé sexuelle et la sexualité, bah, pas seulement médicale. Sexologie clinique, c'est toute consultation menée par des professionnels de santé. Donc on a aussi les infirmières, voilà, on a plein d'autres professionnels de santé, bien sûr en plus des psychologues, qui touchent à la santé sexuelle et la sexualité et qui entrent dans le cadre de ce que Axel est en train de formaliser, avec plein d'autres personnes bien sûr. Le syndicat est-il impliqué dans ces démarches? Alors qu'est-ce que le syndicat? Quel syndicat? Donc voilà, ça je ne sais pas ce que c'est que le syndicat. Le Et syndicat des sexologues cliniciens. je sais pas, il y a juste écrit syndicat. Je sais pas, il faudra Hmm. Ça vient d'être précisé, effectivement, le syndicat national Hmm. des sexologues cliniciens. Bah là, c'est une démarche qui est portée par les universités. C'est pour ça que je parle au nom du Collège des enseignants de sexologie et santé sexuelle. Donc ça, c'est la structure qui le porte. Donc là, on est en effet pas, contrairement à ce qui va être proposé ensuite, on est là sur le fait de porter la formation universitaire, la certification de la formation universitaire.
il y a un gros débat hein, qui se passe sur la sexothérapie, mais encore une fois, on l'a dit, ça c'est des formations complémentaires qui permettent d'avoir des outils supplémentaires comme l'hypnose, voilà, comme plein d'autres. Et à ce jour, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Euh, voilà. Ensuite, je ne comprends pas la question de Claude. Je pense que ça n'a rien à voir avec notre sujet. Donc, je propose qu'on passe à la suite. Alors, merci beaucoup et merci de vos questions et vos interactions parce qu'effectivement, ben, on voit que c'est très complexe et que la sexologie, elle est riche de cette diversité hein, et qu'effectivement, ben, voilà, chacun a ses questions par rapport à ses pratiques, par rapport à ses formations, par rapport à son champ d'intervention. Et qu'effectivement, ce qui se passe, c'est, je reprends l'image de l'édifice qu'on construit et qu'a pris Axel. Euh, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure et je crois que ça va dans cette continuité, dans le développement de toutes ces actions, permettre d'accueillir cette diversité. Je crois qu'il nous faut un cadre déjà au départ et qu'au fur et à mesure, bah, effectivement, des VAE, des adaptations, la prise à considération, mais c'est déjà l'amorce de quelque chose qui nous semble vraiment très, très important. En tout cas, on va le voir aussi bien pour les professionnels que pour le public. Donc, on l'a compris, hein, cette première présentation, elle est fondamentale sur la question de la certification qui vient nous amener à nous poser la question et qu'on essaye, et on voit à quel point c'est difficile d'y répondre avec autant de finesse sur quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour exercer la sexologie. Donc, cette formation minimum qui nous permettrait de pouvoir exercer auprès du grand public. Donc, la question vraiment de la légitimité, en fin de compte, de la formation. Dans cette deuxième présentation, on va essayer de se poser une seconde question qui reste encore ouverte, bien entendu, et qui n'a pas de réponse construite aujourd'hui. Ça serait sur le comment exercer. Alors, c'est pas comment exercer au sens technique du terme, mais au sens du cadre dans lequel on pourrait exercer et de la posture que l'exercice de la sexologie exige. Bah, c'est très clair et déjà des commentaires dans le chat ont pu le dire, effectivement. Exercer la sexologie, c'est un exercice très particulier qui vient travailler dans un espace très spécifique de l'intimité et qui n'existe en fait nulle part ailleurs par rapport aux autres soins ou aux autres relations d'aide. C'est-à-dire qu'on avait une question tout à l'heure qui disait est-ce que ça serait en plus des autres codes? Ben oui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, nos professions initiales touchent forcément à une relation intime avec nos patients, mais le sexologue vient encore plus affiner son approche justement de cet espace de l'intimité. Et donc, il est important que les patients qui viennent nous voir et qui ont confiance justement précisément en abordant leur intimité puissent aussi être sécurisés et que cet espace thérapeutique soit sécurisé autant pour le professionnel que pour le patient. Donc, très clairement, on est en train de poser des repères, poser des jalons qui nous permettent de réfléchir à tout ça. Donc, ok, l'exercice spécifique aujourd'hui de la sexologie clinique n'est pas encadré par quelque chose qui est formalisé, qui est partagé, qui est rédigé. Alors oui, on a des cadres généraux qui existent lorsqu'on a une profession initiale, mais concernant l'exercice spécifique de la sexologie clinique, il faut qu'on ait cette réflexion. Elle est importante, elle a déjà été amorcée, on va le voir. Donc, c'est de ce vide-là, un peu, ou en tout cas cette brique qui nous manque, que l'AIUS, c'est à partir de ce constat que l'AIUS a essayé d'engager ce travail et en menant deux chantiers parallèles que je vais vous présenter là. La première, une proposition autour de cette rédaction d'un code de déontologie qui va forcément intégrer des repères éthiques. Et le deuxième, qui est donc une recherche en parallèle qui va nous permettre d'ancrer ce travail dans une réalité de terrain, parce qu'on l'a vu déjà dans le chat, en fait, on est tous à exercer avec des formations différentes, auprès de publics différents, avec des fonctions et parfois des professions initiales ou pas, et donc c'est important qu'on puisse véritablement avoir une cartographie.
Donc, vous l'avez compris, ces deux propositions-là de code déonto et de cette recherche, elles ne sont pas du tout isolées de ce qu'on vient de présenter. Au contraire, elles s'articulent directement. Et en fin de compte, ben, ce chantier en trois étapes, on l'a compris, hein, la certification de la formation comme, qui va poser les bases de la compétence. Le code de déontologie en sera de fait probablement, on l'espère, un référentiel déontologique et éthique, qui est une pièce manquante et nécessaire pour la certification à venir et qui construira probablement aussi à terme, on l'espère, l'un des piliers d'une éventuelle réglementation de la profession. Donc, compétences, cadre, réglementation, c'est très aligné, ça se co-construit ensemble et donc ça nous amène aujourd'hui à vous présenter les projets pour l'AIUS. Donc oui, la sexologie française, à ce jour, n'a pas de cadre OK, mais cela tient en fait véritablement à la manière dont elle s'est constituée, hein. Les sexologues, ils viennent d'horizons différents. On lisait des médecins, des psychologues, des professionnels paramédicaux, des infirmières, des kinés, des sages-femmes, qui pour certains ont des codes de déontologie, qui encadrent leurs pratiques. Et puis, on sait que d'autres professionnels qui sont formés par les formations qu'on a pu citer, qui ne sont pas forcément rattachées à un ordre professionnel, eux exercent justement sans cadre déontologique formalisé. Et donc ce vide, en Aurélie, fait, Aurélie, je me demande est-ce que tu partagerais pas tes diapos? Parce que j'ai l'impression que vous les voyez pas? Non. non. Ouais, c'est ça. En fait, il faut lancer Ah, le partage. pardon. Merci beaucoup, Axel. Pour Je moi, t'en je l'avais prie. lancé, excuse-moi. C'est vrai. Donc effectivement, alors attends, pardon, du Ouais. coup. Parce que c'est moi qui ne vois plus. Non, Effectivement, c'est bon. cette diversité de l'origine, j'allais dire, de chaque professionnel, avec parfois des cadres éthiques qui encadrent nos professions initiales, et puis parfois non. Et donc, effectivement, cette diversité et ce vide d'encadrement, il n'est pas forcément anodin, il a aussi un coût. Un coût pour les patients parce qu'en fin de compte, ils ne disposent d'aucun référentiel commun pour évaluer la qualité éthique des soins qui vont et de l'accompagnement qui va être reçu, et ce, quelle que soit la formation du sexologue ou la profession ou non d'origine du praticien consulté. Et puis aussi un coût pour les professionnels, en fin de compte, parce que sans repère partagé, en fait, chaque professionnel va gérer en fonction de ses propres repères. Et on sait que parfois, il peut y avoir des situations ambiguës, des limites à poser, des ressentis à contenir, une posture aussi à tenir, et parfois aussi des questionnements autour de cette posture, et aussi des questionnements éthiques bien plus profonds. Et donc, ce professionnel va s'appuyer sur des ressources personnelles là où des repères professionnels devraient exister. Cette réflexion autour de l'éthique de la profession, elle date, je le disais en introduction, depuis le début hein, des diplômes en sexologie. Elles ont traversé comme ça différentes générations. J'ai pu entendre des professionnels essayer de mettre en place tout le long de l'histoire de la sexologie des repères. Et c'est Francis Collier qui a beaucoup aussi porté cette question-là au sein de l'AIUS avec Patrick Blacher, et Francis Collier venait nous dire à un moment donné que mettre ces questions, ce questionnement éthique au devant de la scène, c'est en fin de compte indispensable pour aider les sexologues dans leur exercice et à asseoir la crédibilité de la sexologie. Tu citais Alain Jamy tout à l'heure, Axel, mais lui également, hein, il a beaucoup œuvré à la réflexion autour de la profession de sexologue et il est allé questionner hein, la limite aussi, les limites dans la relation thérapeutique, et il nous disait la spécificité aussi de la sexologie, c'est que face à l'érotisation inévitable de la relation de soins, ben, en fin de compte, les professionnels sans formation ou sans cadre adapté s'en sortent avec une sorte de bricolage individuel. Donc, en fin de compte, ce double constat, protection des patients et protection des professionnels, c'est le point de départ qui engage ce chantier autour du code de déontologie. Et il en va aussi, si je puis dire, de la question de la valeur de notre profession et de ce sur quoi repose sa crédibilité et sa légitimité.
une discipline qui se dote d'un cadre éthique et déontologique vient dire quelque chose de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut devenir. Donc on est vraiment à un moment fort qu'il faut pouvoir accompagner avec cette réflexion déontologique et éthique. Depuis tout à l'heure, j'emploie deux mots, déontologie, éthique. C'est deux registres qui méritent d'être distingués parce qu'ils viennent répondre à des besoins différents et que le texte en cours de construction, hein, bien entendu en cours de réflexion, va probablement articuler. D'un côté, on a la déontologie qui va répondre à la question du que dois-je faire? Que m'est-il aussi interdit de faire? Et spécifiquement dans l'exercice de cette fonction de sexologue. Donc elle est normative, parfois prescriptive, et elle pose des règles, des conduites, parfois des obligations, aussi des interdits, des limites. Donc elle encadre la relation professionnelle de l'extérieur un petit peu en fixant ce qui est acceptable dans cette relation, ce qui doit être fait, de ce qui ne peut être fait ou de ce qui est inacceptable. Parallèlement, on a donc cette notion d'éthique qui, elle, va répondre à une autre question qui est plutôt celle de la posture clinique à adopter dans cet espace de soins particulier qu'est la sexologie. Donc, elle ne dicte pas forcément une conduite point par point, mais elle va outiller le professionnel dans son jugement, dans les situations où, en fin de compte, la règle ne suffit pas à trancher, la règle ne suffit pas à se positionner. Donc, elle opère plutôt de l'intérieur hein, du professionnel et elle va se formaliser un petit peu comme une boussole plutôt interne. Donc, elle rappelle, en fin de compte, cette éthique qu'exercer la sexologie, ça suppose une posture d'ouverture, de non-jugement à l'égard des expressions des sexualités humaines, et que le sexologue se doit d'accueillir les diversités, alors que ce soit les diversités des sexualités, des orientations, des identités, des pratiques, des modes relationnels, mais aussi des enjeux qui rentrent dans le cadre des bien-être individuels et professionnels. Et il s'agit pour le sexologue de ne pas s'y projeter avec ses propres valeurs. On doit plutôt s'abstenir un petit peu de ce qui relève du personnel pour y aller plutôt et éviter toute forme de discrimination. Et en reconnaissant que la mission du sexologue, ça va être d'accompagner et de pas normaliser. Donc on est OK, en fin de compte, la déontologie va poser le cadre qui protège, la posture éthique, elle, est plutôt un guide dans notre clinique. Et donc, ce texte qui va se construire va forcément articuler les deux enjeux avec une réflexion commune autour de la déontologie et de l'éthique. Donc, bien entendu, pour construire ce code, on est parti de ce qui existe à l'international, notamment avec 5 codes de référence qui ont pu être identifiés et le gros travail qu'Axel a mené et qu'il nous a déjà présenté lors des JF3S, où une analyse comparative a pu être faite avec 5 codes internationaux. Le premier, c'est celui de l'Ordre de professionnels des sexologues du Québec, la Société des sexologues universitaires de Belgique, celui de la OASE, celui de l'Association américaine des éducateurs, conseillers et thérapeutes en sexualité, et puis celui des thérapeutes de couple et d'accompagnement autour de la sexualité du Royaume-Uni. Et bien entendu, il s'agit aussi de prendre en considération d'autres documents de référence francophones qui ont été créés par les associations partenaires historiques de sexologues et qui sont nommés ici et qui ont déjà œuvré à la réflexion autour de cette déontologie et cette éthique. Donc, ce travail comparatif, là, il a permis d'identifier des points de consensus entre ces différents contextes d'élaboration de ces codes de déontologie et de poser, en fin de compte, une sorte de fondation d'une architecture qui pourrait être adaptée à la réalité française. Et donc, ça a permis de faire émerger 4 grandes thématiques qui sont communes à ces différents codes et qui probablement vont se retrouver dans le code à venir. Donc le premier, il couvre les principes fondamentaux de l'exercice, c'est-à-dire les principes généraux, les valeurs, les champs de compétences, la formation continue, bien entendu, on vient d'en parler, et puis aussi la formation initiale, pardon, mais aussi la formation continue. Le second porte sur la relation avec la personne, le cadre thérapeutique, la question des consentements, de confidentialité, bien entendu, et puis aussi, vous le voyez arriver, là, la question de la sexualité du professionnel. Ça fait une partie intégrante des enjeux de notre exercice et on va essayer de se poser des questions par rapport à ça un petit peu plus tard.
Le troisième bloc recouvre plutôt la question des pratiques professionnelles. Alors, dans sa diversité, bien entendu, quelles méthodes on utilise, quelles interventions existent, avec toujours la question de ce respect de la diversité sexuelle, de genre et culturelle. Et puis aussi la question des conflits d'intérêts ou l'indépendance professionnelle qu'on peut avoir. Et puis la question de la collaboration, des recherches et de l'enseignement, bien entendu. Et puis le dernier cadre, c'est la question du cadre institutionnel, la question de la responsabilité légale des professionnels et de la responsabilité disciplinaire, et puis aussi les dispositions finales et la question de l'application de ce code. Tu parlais tout à l'heure d'un ordre. Voilà, c'est quelque chose forcément qui peut être pensé, on n'y est pas encore, mais en tout cas, il y a cette question-là. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi de penser que ce code doit couvrir les espaces de formation en eux-mêmes, parce que on le sait, et notamment le Conseil de l'Ordre des médecins le rappelle, mais on le voit dans d'autres formations, dans d'autres champs de formation, les violences et les comportements inadaptés peuvent survenir non seulement dans la relation d'aide, mais ils surviennent aussi dans des contextes d'enseignement et de formation initiale. Et la sexologie, elle n'est pas exemptée de cette réalité. Donc, un référentiel éthique et déontologique qui s'arrêterait aux portes de nos diplômes, ça serait incomplet. Il s'agit donc de sécuriser l'exercice en commençant aussi par sécuriser la formation. On a pu voir lors des JF3S justement une proposition de charte éthique qui avait déjà été proposée par des enseignants d'un DDU et c'est hyper important de penser justement cette éthique aussi dans la formation. Et puis, plus subtilement, hein, effectivement, la question de la spécificité du matériel sexuel qui constitue notre exercice, celui de que cet espace d'intimité produit dans la relation thérapeutique, et on va en parler un petit peu plus tard. Donc, ce chantier, vous l'avez compris, l'AIUS souhaite le porter, mais de manière fédérative. Vous nous posiez la question de qui était impliqué dans dans ces projets-là. Ben, en fait, on veut le porter vraiment avec cet esprit-là, avec l'ensemble des acteurs de la sexologie française. Et donc, un appel sera lancé aux associations qui souhaiteraient y participer pour prendre part. Parce qu'on est convaincu que ce projet, il ne peut être inclusif que s'il est dès sa conception. Un référentiel qui est construit par une seule association, ça resterait une proposition associative. Là, c'est pas l'idée. On souhaiterait un référentiel construit en partenariat avec l'ensemble de la communauté des sexologues, qui va être représentatif de la diversité des exercices, des réalités de terrain, donc médicales, paramédicales, psychologiques, libérales, j'oublie d'autres professions, mais également institutionnelles et aussi du milieu associatif. Donc c'est comme ça que ce code pourrait devenir un bien commun représentatif de nos exercices. Et c'est bien à cette condition qu'il pourra être reconnu et approprié par tous. Donc, ok, le code de déontologie, les repères éthiques, on y est, mais il nous semble que ces repères ne peuvent pas se construire à partir seulement de réflexion. Et on le disait, la diversité de notre exercice nous amène forcément à avoir le souhait de le construire à partir de nos réalités cliniques, de ce que vivent effectivement les professionnels dans leur pratique. Donc, ils doivent de fait se baser à partir de votre expérience. Alors, il y a plein d'enjeux déontologiques qui doivent effectivement être pensés à partir de notre expérience. On le disait, le consentement, la confidentialité, la gestion parfois des demandes hors cadre, la question des méthodes qu'on utilise. Mais parmi cet enjeu, il y a un enjeu particulièrement qui nous semble important, c'est la question des comportements inadaptés dans la relation patient-sexologue, qu'ils émanent du côté du patient ou du côté du professionnel. Alors oui, c'est qu'un exemple parmi toutes les grandes lignes qu'on a citées, mais je crois que celui-ci, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une réflexion complète sur le sujet. D'une, parce que malheureusement, l'actualité sur les comportements inadaptés, on va dire les violences sexuelles, est au cœur de l'actualité médiatique. Et puis aussi parce qu'on a eu beaucoup de rapports des associations de professionnels de santé qui ont montré un petit peu un état des lieux. Je vais vous en faire part. Mais voilà. Alors, cette question des comportements adaptés, elle est difficile parce qu'elle disait la spécificité de la relation thérapeutique en sexologie clinique, elle fait forcément émerger quelque chose de l'intime
et parfois de l'intime, un petit peu des deux côtés. Et dans le repérage dans la relation, il s'agit aussi de pouvoir faire l'état de lieu de ce que le patient nous apporte, joue dans la relation, mais aussi de ce que le professionnel peut traverser. Et combien de fois hein, on a pu vivre des situations inconfortables, en fin de compte, avec des patients en face de nous, quelque chose qui nous a mis mal à l'aise, en fin de compte, dans la relation, sans forcément qu'on puisse le nommer. Parfois des propos à connotation sexuelle, parfois des comportements des patients qui débordaient le cadre, parfois des demandes qui nous ont déstabilisés. Et puis, de notre côté aussi, du côté des professionnels, combien de fois on a pu avoir un doute sur nos propres postures, un moment où on s'est demandé en fait, est-ce que là je gère bien, est-ce que ce que je fais, ce que je dis, est-ce que ce que je ressens aussi, est-ce que ça reste bien dans le cadre professionnel, thérapeutique nécessaire à notre travail. Et puis, on le sait, hein, d'ailleurs, je vous le disais, il y a des professions, que les professions de santé, pardon, sont plus particulièrement exposées aux comportements inappropriés des patients. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, on va observer qu'il y a des systèmes qui ont déjà pris au sérieux cette question-là et qui ont construit des réponses. En Allemagne, par exemple, on a une première étude qui était venue questionner la présence des inconduites sexuelles par des professionnels de santé dans la population générale. Et en fait, ces données, elles montrent que la violation des frontières concerne l'ensemble des professions de santé et que des mesures de protection sont nécessaires, en fait, pour les deux parties de la relation, autant pour les professionnels que pour les soignants. Et donc, leur conclusion, elle était explicite. Il faut des repères clairs, des frontières claires qui vont bénéficier autant aux patients qu'aux professionnels. Au Québec, on a des recherches qui ont été menées sur les décisions disciplinaires qui ont pu être prises pour les différentes professions. Et ce qui retient l'attention, c'est pas seulement la prévalence des cas, c'est ce que le système a progressivement construit avec ces histoires-là, avec ces vécus-là. Effectivement, on a un ordre des sexologues, on a un code de déontologie, mais aussi on a des procédures claires, des formations qui intègrent la gestion de ces frontières dès le cursus initial. Alors, oui, c'est un système qui a des repères. On a pu en discuter lors des JF3S, il n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, il permet de pouvoir avoir ces repères-là et continue sa construction. Euh, En Grande-Bretagne, on a pu voir des publications d'une politique spécifique sur les inconduites sexuelles dans le milieu de soins. Et ce qui était intéressant, c'est que l'approche, elle n'était pas punitive, mais elle était construite autour d'une culture de la sécurité pour le patient, pour le thérapeute, avec des procédures d'accueil de la parole, des ressources pour toutes les parties. Donc, ce que ces systèmes ont en commun, c'est pas la sanction, vous le voyez bien, mais c'est la formalisation de repères et la formation des professionnels pour les intégrer, des procédures pour gérer ces situations quand elles surviennent. Et c'est exactement ce vers quoi nous souhaitons aller, mettre en place ce qui est nécessaire pour garantir le cadre de notre discipline. Or, on le dit depuis tout à l'heure, hein, en France, ça reste largement sous-documenté, et notamment pour la sexologie. On a des données, mais qui concernent d'autres professions. Par exemple, l'Ordre des médecins, en 2024, a mené une enquête auprès de plus de 21 000 médecins et venait nous dire que 51% des femmes médecins déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors parfois oui, dans le cadre de leur exercice, mais aussi dans le cadre de leur formation. Donc on voit bien l'attention particulière à avoir sur ces deux cadres-là. Et puis, on a une thèse qui avait été menée en 2022 qui montrait que 83% des médecins généralistes libéraux déclaraient avoir été eux-mêmes exposés au moins à un comportement inapproprié à connotation sexuelle de la part d'un patient. Ces données, elles sont énormes, elles sont importantes et elles montrent que le sujet, il existe, il est documentable et qu'il appelle explicitement à des recherches dans d'autres spécialités. Alors, du côté de la sexologie, j'ai retrouvé une enquête indépendante qui avait été menée en 2023-2024, probablement dans le cadre d'un mémoire,
qui avait été fait auprès de 127 sexologues et qui a montré que 91% des sexologues qui avaient répondu à cette enquête déclaraient avoir rencontré au moins un comportement sexuel inadapté dans le cadre de leur activité et que 73%, je crois, d'entre elles estimaient ne pas avoir été formées à les identifier et à réagir. Donc, ces chiffres, en fait, ils dressent un tableau. Alors, c'est pas un tableau de dérive, mais c'est un tableau qui nous amène à forcément devoir penser que les professionnels exercent en ce moment dans un espace de soins qui les expose particulièrement et qu'on n'a pas toujours les repères pour pouvoir répondre à ces situations. Donc, en fin de compte, c'est une réalité qui concerne autant ce que le patient peut mener dans l'entretien que ce que le professionnel peut ressentir. Donc, pour construire ces repères sur ce sujet, comme sur d'autres sujets, ben, il nous faut une idée de ce que vivent les sexologues français réellement sur le terrain. Et donc, pour que ça soit ancré sur la réalité, ben, on a proposé, on a mis en place une recherche que on vous expose là, qu'on avait déjà lancée lors des dernières JS3S, qui va nous permettre de faire une cartographie de ce que les sexologues vivent réellement dans leur pratique, en fonction des différents contextes dans lesquels ils exercent, en fonction de leur profession initiale ou non, en fonction des populations auprès desquelles ils travaillent et aussi, j'allais dire, en fonction de la diversité de nos formations. Donc, ce que les professionnels rencontrent concrètement, côté patient, côté posture, comment on gère ces situations, comment on vient considérer ce qui est acceptable ou non, et sur quoi on s'appuie en fait pour pouvoir gérer tout ça. Est-ce qu'on se sent préparé et par quoi pour pouvoir identifier les possibles besoins qu'on aurait? Et vraiment, on aspire dans cette recherche à avoir un regard sur la diversité de nos cliniques, la diversité de nos pratiques professionnelles, qui va permettre des ajustements de ces propositions qu'on pourra faire par la suite. Il s'agit de savoir comment les sexologues vivent ces situations en fonction de là où ils travaillent, et je le disais, des populations auprès desquelles ils exercent. Donc, cette cartographie, elle n'existe pas et sans elle, en fait, il nous semble impossible de construire vraiment des repères qui fassent vraiment sens. Qu'il s'agisse de déontologie ou de charte éthique ou encore de recommandations de pratique, tout cela, ça doit vraiment s'ancrer dans le réel de ce que nous vivons dans notre quotidien. Et donc, cette recherche, elle va commencer à produire justement cet état des lieux. Il ne s'agit pas d'auditer, hein, bien entendu, mais de donner à la communauté professionnelle une base solide sur laquelle travailler ensemble. Donc, on la relance aujourd'hui. Elle a été conçue dans ce cadre. Elle a été soumise à un comité d'éthique de la recherche. Elle a été construite pour être à la fois rigoureuse, mais aussi respectueuse de la sensibilité du sujet qu'elle aborde. Elle se veut être observationnelle et transversale. Bien entendu, elle garantit l'anonymat et elle est ouverte à tous les professionnels exerçant la sexologie en France, quelle que soit sa formation. Elle va explorer trois axes: ce que les professionnels ont rencontré dans leur pratique de la part des patients, ce qu'ils considèrent, ce que le professionnel considère comme acceptable ou non acceptable dans la relation soignante, et également les ressources sur lesquelles on s'appuie dans cette pratique pour pouvoir gérer cette situation, pour pouvoir être accompagné dans cette réflexion. Donc supervision, intervision, recours éthique et notre sentiment effectivement d'être assez outillé ou pas. Donc, ce que cette enquête vise à produire, c'est exactement ce qui nous manque pour construire un code qui fasse sens. Une photographie collective de ce que les sexologues français vivent, pensent et considèrent comme juste. On l'a vu, l'expérience d'autres pays peut nous aider. Le Québec a construit des repères et il n'est pas parti, j'allais dire, de choses abstraites, il est aussi parti du réel. Donc, pour la sexologie française, c'est le moment. C'est un moment charnière. C'est le moment de la certification, c'est le moment de la structuration de la pratique. Donc, ces enjeux, ils nous semblent
important pour notre profession, mais également pour le devenir de notre profession. Donc, on vous propose là de le construire ensemble. Et ce qu'on construit aujourd'hui, ben, ça déterminera la place que la sexologie pourra occuper demain aussi dans le paysage du soin, dans le paysage de nos prises en charge. Donc, euh, bien entendu, elle peut se faire qu'à condition de se doter de ce cadre qui nous ressemble. Donc, on vous invite véritablement à prendre le temps de remplir cette enquête. Vraiment, on a besoin de vous là pour avoir cette cartographie et pour essayer de poser ces jalons qui nous semblent indispensables pour la profession de sexologue. Merci beaucoup Aurélie. Donc, il y a eu quelques échanges dans le chat qui étaient très spécifiques. Par contre, j'ai noté deux questions plus globales. La première, c'est alors, je sais pas, je pense que ça s'adresse et à toi et à Axel, hein, quelle analyse on fait dans nos démarches du cadre des sexologues des autres pays plus avancés. Voilà, c'est ainsi que ça a été formulé dans le chat. Alors, Axel, Hmm. tu veux en dire Vas-y, quelque chose? vas-y. Non, vas-y. Euh, Mhm. c'est évidemment indispensable de s'inspirer de ce qui existe déjà à l'international avec des pays qui se sont organisés différemment. Euh, et en même temps, l'expérience de la France est très singulière parce que justement, on est sur un cadre de formation, comme on le disait, qui a été mis en place en post-universitaire, c'est-à-dire après une formation initiale. C'est-à-dire que la plupart des sexologues qui sont passés par CDU, on a des formations initiales et c'est vraiment la richesse de la sexologie française. C'est-à-dire qu'on a des médecins sexologues, on a des psychologues sexologues, on a des sages-femmes sexologues, on a des infirmiers sexologues. Et puis, on entendait dans le chat des personnes psychosexologues, des professions aussi qui ont vu naître. Et donc, il est important de pouvoir comprendre la richesse de cette diversité française. C'est-à-dire que on ne peut pas appliquer ce qui s'est passé au Canada, au Québec, pardon, ce qui s'est passé en Belgique, en Suisse, de ce qui se passe en France, parce qu'on a vraiment une réalité de professionnels qui est très différente, avec des cadres d'exercice différents, mais c'est la richesse de notre sexologie, la manière dont elle s'est créée, et cette richesse, il nous semble important, voire indispensable de la préserver. Donc, bien entendu qu'on s'inspire, on a beaucoup d'échanges et lors d'une table ronde au JF3S, on a pris ce temps d'accueillir des professionnels d'autres pays pour venir nous expliquer comment ça se passe ailleurs et on continuera à s'inspirer de ce qui a été fait tout en gardant vraiment quelque chose de cette richesse à la française, si je puis dire. Merci Aurélie. Donc je continue hein, sur les questions. Là, je pense que c'est vraiment sur le processus de reconnaissance que c'est vraiment là-dessus que les questions portent parce que bien sûr c'est aussi l'enjeu et effectivement avec tous ces jalons, toutes ces briques. Là, ce sont des questions vraiment sur la fin du processus. Donc peut-être on n'a pas encore les réponses pour vous. Euh, Quelle est à l'heure actuelle la représentativité de chaque syndicat d'association professionnelle dans notre processus? Parce que donc la personne qui a écrit nous dit que seuls ceux qui sont considérés comme représentatifs, donc j'imagine que c'est par l'État, hein, seraient autorisés à accompagner cette réglementation. Mhm. Alors, je vais juste repréciser, mais je pense que la question est clairement posée, que c'est pour la réglementation, mais quand même, je rajoute une couche, que pour la certification, ça concerne la formation du DU, donc on ne peut que certifier ce que l'on donne, donc c'est les universitaires. Mais si la question c'est pour la réglementation, qui est-ce qui aura de représenter? En tout cas, quand on a rédigé la fiche action pour le projet de règle auprès de la SNSS, la stratégie nationale, l'idée c'était d'inviter tout le monde autour de la table.
de dire qui représente la sexologie aujourd'hui en France. Et donc, on invite les représentants. Et Donc, ça, les associations, les gens du terrain et les observateurs. Enfin, c'est. Voilà. Ça, Aurélie, tu peux le dire, ouais. oui, oui, tout à fait. Et ça, la fiche action, on l'a rédigée en ce sens, à savoir que nous, on voulait vraiment une représentativité la plus exhaustive possible. Et ça a été repris textuellement par la DGS pour que ce soit remonté aux décideurs. Donc c'est vraiment un discours qui a été entendu. Est-ce que ça va être suivi dans les faits? J'ai envie de dire affaire à suivre, la suite dans le prochain épisode. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a exprimé et qui a été entendu à ce stade. Dernière question, toujours, je pense, que c'est toujours sur le processus de reconnaissance et plutôt sur les derniers milestones. C'est la question sur quelle tarification et pour bien sûr quel remboursement. Alors, ça, moi, je dirais que c'est une étape encore après, parce que ça dépend pas de la réglementation, mais là, c'est une histoire d'assurance maladie. En tout cas, si on parle de la Sécu, de la CNAM. L'exemple belge, ça pourrait être porteur pour parler avec les mutuelles, parce qu'ils ont réussi à se faire rembourser des soins de sexologie par les mutuelles. Mais bon, là, si on raisonne Sécu, Caisse nationale d'assurance maladie, ça me semble être une autre étape. Alors, peut-être que c'est là aussi, c'est encore assez flou et mystérieux. Est-ce que c'est un enjeu, en fait, d'emblée? euh, je sais pas Bah, si en tout les, cas, les- d'un point de vue vraiment fonctionnement du système de santé, là, je peux à peu près répondre. Il faut d'abord qu'il y ait une réglementation. Il peut pas, ça peut, on peut pas commencer à négocier avec la CNAM si on n'est pas passé d'abord par l'étape de la loi et de la reconnaissance dans le code de la santé publique. Et c'est effectivement une étape supplémentaire qui va être une négociation avec la CNAM, donc le payeur, hein. Vous voyez déjà comment c'est complexe à l'heure actuelle le remboursement, ne serait-ce que des consultations de psychologues. Donc on est vraiment à la toute fin du processus et bien sûr qu'on a envie d'y aller, mais d'abord il faut qu'on fasse le reste et on sait que ça va pas arriver demain. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle. Et est-ce que vous avez des questions pour Aurélie? Est-ce que vous avez des commentaires à chaud sur ce qu'elle vient de nous proposer? Est-ce que vous voyez mon écran? Parce que je ne sais plus ce que. J'ai un cadre lumineux qui Oui, vient de s'installer. Ouais, vous le voyez. C'est-à-dire que je voulais oui. mettre le QR code pour que les personnes puissent continuer puissent répondre à ces questionnaires. Je crois enfin, toutes ces questions, elles sont hyper importantes et on voit qu'il y a tellement de situations singulières qu'on aura du mal à répondre de manière spécifique à tout le monde et que, en fait, on est au tout début hein, de la construction de tout ça et que, bien entendu, question de la prise en charge ou pas, dans quel cadre ou pas, j'entendais tout à l'heure, est-ce qu'on pourra exercer dans le même cabinet, enfin, je lisais dans le même cabinet ou pas. Tout ça, ça va être des questions qui vont se poser au fur et à mesure, mais on est vraiment sur les premières étapes qui sont indispensables. Certification, code de déontologie, et qui va nous permettre justement de pouvoir préciser au fur et à mesure comment ça se passe et ce que les sexologues ont besoin justement pour pouvoir exercer en toute sécurité pour eux et pour les patients, et également dans sa diversité. Donc, je Euh, crois qu'on n'aura pas l'occasion de faire le tour encore Hmm. ce soir, mais bien entendu, c'est hyper important que vous posiez ces questions-là parce que ça nous permet aussi de comprendre la réalité de terrain de chacun. Il y a une question qui est pas du tout un cas particulier, mais qui me semble très pertinente, qui est comment est-ce que nos adhérents ou les gens qui ont participé à ce webinaire peuvent suivre l'évolution Ouais.
projet de code d'éthique et les résultats de l'enquête et comment ils peuvent suivre en fait tous les milestones de ce qu'on vient d'annoncer, effectivement, puisque comme on l'a dit, c'est un work in progress. Alors, je crois que vous l'aurez compris, ce projet, c'est quelque chose qui est mené, pensé depuis de nombreuses années et par le collège, les associations et les différents CA de l'AIUS. Et le CA actuel de l'AIUS a vraiment à cœur de mener à bien notamment ces trois projets-là. Donc, on a aussi à cœur, et en faisant ce webinaire-là, on essaye de le montrer, de communiquer avec vous le plus possible et qu'on ait vraiment des allers-retours. Donc cette communication, elle va se faire par tous les moyens de communication qu'on a, des webinaires comme ce soir où on essaiera de vous tenir au courant, mais aussi suivez notre newsletter, allez voir sur notre site internet, suivez-nous sur les réseaux, parce qu'on communiquera à chaque fois qu'on peut les avancées de ces projets et on fera en sorte que vous soyez au courant dès qu'on a de quoi communiquer, bien entendu. Et puis, enfin, lors des prochaines JF3S, on fera également une table ronde spécifique autour de ce thème. Et alors, j'ai une question cette fois vraiment pour ta présentation, Aurélie. Donc, alors, je vais parler de la question qui est vraiment généraliste, c'est comment les alertes peuvent se déclencher quand le cadre n'est pas respecté et quel est le niveau de maturité des institutions vis-à-vis de ça? Alors, quand le cadre n'est pas respecté, quand il y a des débordements, ben, ça va vraiment dépendre déjà du cadre dans lequel vous exercez en fin de compte. Si vous exercez en milieu hospitalier ou dans la fonction publique ou dans certains hôpitaux, cliniques, etc., il faut savoir que vous avez aussi des espaces qui peuvent vous aider justement dans vos démarches, des espaces juridiques, des espaces d'accueil, que vous soyez victime de quelque chose ou que vous soyez témoin de quelque chose, hein. Vous avez vraiment des espaces d'accueil qui se sont mis en place. Là, nous, ce qu'on questionne, c'est sur la profession de la sexologie spécifiquement et notamment sur l'exercice hors cadre, j'allais dire institutionnel en fin de compte. Et on a des fois été sollicité sur des situations et on se doit de donner une réponse. Donc, c'est aussi en ayant ce cadre-là écrit, formalisé, qu'on pourra avoir une réponse, qu'on pourra essayer d'accueillir la parole aussi bien des patients qui pourraient être en difficulté que des professionnels qui le sont et pouvoir justement accompagner. Donc, vous l'aurez compris, il y a encore d'autres briques qui arrivent, hein, probablement. Je ne sais pas si c'est un ordre, mais je le disais, en tout cas, des espaces d'accueil de la parole pour tous les acteurs, c'est fondamental et on est en train d'y penser et on a déjà eu quelques idées dont on pourra vous parler au fur et à mesure, mais c'est essentiel qu'on puisse avoir des espaces recours pour vous soutenir ou pour que vous puissiez témoigner de quelque chose dont vous êtes au courant, bien entendu. Eh bien, écoute, il n'y a plus de questions pour l'instant sur le chat. Je tiens à le préciser, plusieurs personnes qui vous ont remercié pour la clarté de vos présentations et pour tout le travail qui a été réalisé. Donc je pense que c'est bien de le souligner. Et voilà. Donc Aurélie, peut-être je te laisse conclure sur le mot de la fin à 20h59 si c'est pas magnifique. Ouais, magnifique. Un grand merci à vous pour votre présence et on voit que vous êtes encore nombreux à la fin de ce webinaire, donc on sent qu'on est sur un sujet qui intéresse. Bien entendu, on va vous tenir au courant. Bien entendu, vous allez suivre tous ces projets. On va communiquer plus. Il y a un vrai enjeu du CA à vouloir voilà, être en lien permanent avec vous, que vous puissiez faire remonter vos besoins et qu'on puisse aussi communiquer les informations qu'on a de notre côté. Donc voilà, je suis ma petite community manager. Suivez-nous sur les réseaux, plus particulièrement sur les réseaux professionnels. On essaye d'être
de plus en plus présent. Vous pouvez aussi nous contacter, vous avez là mon adresse personnelle, mais au secrétariat de l'AU si vous avez des questions spécifiques, des sujets que vous voulez Mhm. aborder, que vous n'avez pas forcément voulu aborder sur ce chat, mais dont vous souhaiteriez nous parler. Et puis, on vous donne rendez-vous prochainement par une newsletter qui vous annoncera la suite des événements. Et puis, ce webinaire sera en replay prochainement en ligne. Merci beaucoup à Aurélie et à Axel de leur présentation, hein, et à tout le CA, encore une fois, à André qui est caché derrière sa caméra, mais qui fait un travail extraordinaire d'accompagnement sur l'organisation de ce webinaire. Voilà, on voit André. Mhm. Salut André, encore merci pour toute cette organisation, cette logistique et ce soutien que nous amène à chaque fois. Et puis on vous dit rendez-vous à bientôt du coup. Et merci, merci pour votre engagement. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.